Polysécure, épisode spécial. Je vais enregistrer seul cette fois-ci. Ça commence à devenir une habitude d'enregistrer seul. Probablement parce que des idées qui me prennent, puis finalement, j'ai pas d'interlocuteur avec qui je peux en discuter, en tout cas du moins en débattre. Comme ça, fait que bref, cette fois-ci, c'est tout le discours qu'il y a aux États-Unis sur le fait de bannir TikTok qui m'inspire à partager ma réflexion là-dessus. Surtout que dans mon entourage immédiat, j'ai plusieurs gens qui m'ont demandé pourquoi cette situation-là est arrivée, pourquoi ils mettent autant d'emphase là-dessus et pourquoi ça contamine la réflexion globalement. Donc ça, puis en plus, j'ai eu un super podcast qui sera dans les show notes de Lawfare. Podcast que j'adore là, qui fait des analyses de la mort sur des affaires beaucoup plus légales. Puis par ailleurs, même si j'ai abordé des aspects plus légaux dans le podcast, je ne suis pas un avocat. Fait que mon opinion n'a aucune valeur légale, puis peut même être un peu dans le champ parce que des fois, il y a des nuances que je maîtrise moins bien. Donc bref, à sa face même, le gouvernement américain a déjà commencé à bannir TikTok sur l'ensemble des appareils qu'il possède et éventuellement, ils veulent bannir TikTok au complet. L'élément de base là-dessus qui mène à ce bannissement d'une compagnie chinoise, puis c'est la source même de tout le problème, c'est que pour plusieurs, il y a un problème de sécurité nationale qui est sous-jacent, c'est-à-dire que la capacité ou la quantité d'informations qui est ramassée et collectée par TikTok cause des enjeux de sécurité nationale. Et effectivement, un certain nombre de postes clés, comme tous les personnes élus, les militaires, les polices, et ainsi de suite, sont des personnes qui sont qu'on ne devrait pas normalement être capable de pouvoir tracer, parce que c'est ça que TikTok fait, et surtout par une compagnie étrangère. Fait que ça, c'est ce qui a amené la réflexion ou amené l'élément qui a déclenché l'ensemble de ça, un peu ce que Trump a amené, puis cette chicane-là avec TikTok. Cependant, même si le fait que le problème est chinois dans ce cas-ci, parce que les États-Unis ne sont très inconfortables avec ce genre de choses-là, TikTok ne collecte pas plus ou pas moins d'informations que tous les médias sociaux en général, Twitter, Facebook et toute la famille des choses qui vont avec ces produits-là, avec ces services-là, parce qu'ils ont beaucoup de ramifications qui sont très, très vastes par rapport à ce genre de choses-là. Donc, dans l'ensemble, l'inconfort est vraiment le fait que les données sont à l'étranger. Puis là, c'est tout le volet de souveraineté numérique aussi qui est très mis en exergue là-dessus, sur le fait que dans le fond, même si c'est pas dit ouvertement, l'inconfort du gouvernement américain est principalement sur le volet de la souveraineté des données. C'est très intéressant de voir que les Américains amènent le volet de souveraineté numérique sur cet angle-là. Puis je pense que ça va amener une conversation très intéressante d'aller plus loin justement avec ce genre de choses-là, puisque on va être capable de regarder et d'être capable d'analyser davantage comment les Américains se positionnent, parce que quand on est l'Empire, c'est facile d'agir et d'être au-dessus de ces affaires-là, de ne pas se préoccuper. Maintenant, dans un côté où il y a un autre empire d'égale force qui se confronte, la réflexion vient à changer. Fait que là d'être le seul pays qui mène le jeu, maintenant, la Chine aussi mène le jeu en technologie, dans les médias sociaux, et ainsi de suite. Donc, les Américains vont commencer à se positionner de façon à exprimer une souveraineté numérique. C'est quand même bien en termes d'idées parce qu'ils vont commencer à aborder cette conversation-là de façon beaucoup plus cohérente. Et dans le fond, avec les partenaires européens principalement, on va être capable d'avoir une forme de conversation, une forme de framework légal qui va nous amener là. Puis c'est là aussi l'autre aspect qui est très important au niveau États-Unis, comme dirait un de mes amis. C'est que les États-Unis n'ont pas de framework de protection de la vie privée qui est aussi complet que le RGPD en Europe ou la loi 25 au Québec ou la C27 qui s'en vient au fédéral. Donc, on est dans un contexte avec un espèce de vide juridique
il y a certains États américains qui ont des lois. C'est quand même, c'est pas un vide complet, mais quand même un framework qui est très difficile, surtout que chaque État est relativement indépendant, tout ce que ça peut avoir comme conséquence. Il va y avoir des États comme la Californie qui sont peut-être beaucoup plus en avance, mais aussi des États comme l'Illinois, par exemple, aussi, ou le Massachusetts ont des lois qui viennent protéger soit une partie de l'information personnelle, soit l'ensemble de l'information personnelle, mais de façon peut-être un peu moins complète qu'on pourrait le retrouver avec un RGPD, par exemple. L'autre aspect aussi, c'est le Congrès s'était saisi saisi, en tout cas, avait commencé à réfléchir sur une loi. Malheureusement, je n'ai pas eu de suivi là-dessus. Je n'ai pas suivi aussi non plus ce qui s'est développé avec ça. Outre le fait que j'ai vu beaucoup de critiques qui faisaient que la loi finissait par réduire un peu la qualité des lois dans les États américains. Puis elle était un peu sur le principe semi-basé comme la loi canadienne est faite, c'est-à-dire que s'il y a une province qui a une loi équivalente ou supérieure, c'est après séance. Donc la C27 va servir à couvrir les provinces qui n'ont pas de loi ou les entreprises de juridiction fédérale. Ce qui est dans le cas de la loi américaine, il semblerait que la loi fédérale va avoir préséance sur les lois des États. Donc, va ramener vers le bas, dans certaines circonstances, des lois qui étaient probablement plus robustes au niveau de la protection des renseignements personnels. Puis là encore là, je ne suis pas un juriste, fait que c'est basé sur l'analyse d'autres gens qui sont beaucoup plus brillants que moi dans ce domaine-là. Donc, ça amène un peu le framework et un peu la source même de l'inquiétude. Parce que dans l'absolu, puis un des plans qui avait été soumis par Trump, ça avait été de faire qu'une compagnie américaine, je pense que c'était Oracle qui s'était montré intéressé, à acheter le volet américain de TikTok, ne réglera pas le fondement du problème parce que TikTok va ramasser la même quantité d'informations et aussi puis les problèmes sous-jacents. Puis c'est là aussi, il y a beaucoup de dangers comme dans Twitter et Facebook, par exemple, la revente de cette information-là. On l'a vu avec Cambridge Analytica, qui est un bel exemple où cette information-là a été utilisée de façon non autorisée, mais ils ont fermé les yeux, donc ils ont permis l'utilisation de cette information-là malgré tout. Ça, c'est le volet un peu plus louche, mais sinon, il y a tous les data brokers qui s'approvisionnent de ces sources de données-là et de façon non contrôlée. C'est très américain comme approche, parce que justement, la RGPD vient contrôler davantage ces éléments-là. Et justement, ça crée un certain nombre de frictions entre l'Europe et les États-Unis sur le fait de transférer l'information, puisque les deux règles qui permettaient le transfert d'informations personnelles entre l'Europe et les États-Unis sont tombées. Biden a essayé justement de ramener quelque chose d'autre, mais de ce que j'ai vu, les premières analyses de juristes européens sont très négatives face à cette initiative-là, puisqu'elle est insuffisante par rapport à ce que la protection du RGPD va offrir, par exemple. Donc, on est dans un contexte encore où tout ce framework-là de loi vient complexifier énormément la situation, donc vient empêcher cet élément-là. Et on s'en vient à aussi, puis c'est un autre aspect très important. Puis là, chapeau à Frank qui était venu le présenter au Secure, le Splinternet, c'est-à-dire le fait qu'on va commencer à séparer Internet. Puis d'ailleurs, on le voit déjà avec la Russie et la Chine qui le font de façon très importante au niveau de leur séparation du restant du modèle. C'est peut-être aussi un peu la source du problème que les Américains peuvent avoir dans leur esprit fausse ouverture, parce que c'est une ouverture qui leur sert. La Chine vient justement fermer leur Internet puis ne leur permet pas le même degré de contrôle qui va avec ce genre de choses. Donc, dans cette perspective-là, peut-être ça chatouille aussi d'ailleurs ces choses. Mais bref, on n'a pas eu d'informations claires qui justifient pourquoi les Américains veulent bloquer, au-delà du fait que c'est ça chinois et que le gouvernement chinois a une capacité, légalement le droit d'aller fouiller dans les compagnies, d'aller chercher les informations dans les compagnies qui sont de propriété chinoise. Donc, on est dans un contexte qui est un peu aussi différent de nos valeurs en Occident, même si on ne partage pas nécessairement la même désinvolture sur la vie privée que les Américains. En Occident, on a quand même certaines présomptions ou certains regards sur la situation qui nous amène à des éléments. Et cela dit, c'est justement, il faut faire effectivement attention à ces présomptions-là parce qu'on a l'impression qu'on a une certaine forme de protection, quand dans la plupart des cas, c'est beaucoup plus du gentleman agreement que de valeurs légales réelles qui sont associées avec ce genre de choses-là. Il y a quand même des lois aux États-Unis, je pense que le FTC qui sert justement à venir appliquer ces lois-là et surveiller les amendes. Fait qu'on ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, mais
tellement faible niveau d'encadrement qu'il y a au niveau légal permet finalement qu'ils fassent à peu près n'importe quoi. Mais dans l'absolu, ils ne peuvent pas faire. Ils ne sont pas aussi libres qu'on pourrait dire qu'une compagnie chinoise pourrait être libre selon notre perception d'occidentaux. Donc, à ce moment-là. Mais aussi, il y a beaucoup de choses, puis je mentionne de Gentleman Agreement, ce qui fait que, puis c'est ça, les gens ne comprennent peut-être pas à quel point on s'expose à beaucoup, beaucoup d'informations. On va reprendre ce cas-ci la prise de contrôle de Twitter par un individu, somme toute relativement hostile à toute règle et au respect de ces éléments-là. Donc, lui ne vit que sur sa présomption qu'il a raison, finalement, ou qu'il a que c'est ces règles qui s'appliquent. Ainsi, une compagnie qui est devenue sous propriété d'un individu comme ça, qui était essentiellement avant une compagnie de possession publique, ça vient changer un peu la danse. Cet individu-là peut, à tout moment, puis il l'a déjà fait d'ailleurs, exposer des conversations qu'on pourrait qualifier de privées sur Twitter parce qu'il y a les accès, ils ont la capacité, ils ont les différentes choses. Donc, dans ce moment-là, il vient briser un peu le Gentleman Agreement dans lequel qu'on présumait être présent, c'est-à-dire que la compagnie de Twitter était responsable, si on veut, et ne venait pas briser cette espèce d'engagement tacite qu'on a de mauvaise utilisation de l'information à des fins hostiles. Là, ça ne veut pas dire qu'il l'utilisait à d'autres choses, c'est-à-dire qu'il monétisait quand même l'argent avec les data brokers, mais pas dans un point de vue hostile comme peut le faire le propriétaire actuel. Donc, à ce moment-là, on est dans ce moment de réflexion-là. Et d'ailleurs, personnellement, ça m'a amené à tout effacer. Je suis en train d'effacer toutes mes informations sur Twitter parce que justement, où j'aurais des conversations, pas qui sont embarrassantes, pas qui sont privées de là, embarrassantes, mais pris hors contexte, diffusées publiquement, pourraient me causer préjudice ou causer préjudice à des gens que je connais ou à des gens dans mon entourage. Donc, c'est ça. Fait que, cet élément-là me rend très inconfortable. Et ça ramène à Mastodon, qui est où les gens migrent à l'heure actuelle, moi inclus, pour justement remplacer Twitter. Et là, c'est là que c'est encore d'autant plus important à comprendre que parce que dans Mastodon, c'est encore pire comme perception, parce que les gens vont commencer à mélanger un peu justement ce Gentleman Agreement-là. Ils ne feront rien avec nos informations, c'est pas grave. Dans le cas de Mastodon, c'est tous des serveurs fédérés. C'est-à-dire c'est une constellation de petits propriétaires qui contrôlent leurs serveurs. Moi, je suis sur infosec.exchange, mais il y en a des milliers de serveurs avec des milliers de propriétaires, avec des milliers de volontés différentes. Et ce qui est important à savoir, c'est que les propriétaires de ces serveurs-là ou de ces services-là peuvent lire tout le contenu de ce qui est marqué sur Mastodon, sur leur serveur. Donc, dès lors, on est dans un contexte où le Gentleman Agreement qu'on a présumé est très dangereux parce qu'à ce moment-là, on est dans un contexte où si il vire crackpot, un des propriétaires d'un de ces nœuds-là, de cette constellation de serveurs de Mastodon, celui-là peut commencer à lire ou à rediffuser ou à briser cette espèce d'entente tacite qu'on a sur le fait qu'il ne réutilisera pas l'information qui est diffusée sur son serveur. Donc, on est dans un contexte où il est capable de tout lire, même les messages privés qu'on aurait pensé justement être privés. On est dans un contexte un peu particulier où les présomptions qu'on pouvait avoir sont en train d'être bousculées. Comme expert en cybersécurité, je maîtrise quand même une bonne partie de cette compréhension-là. C'est beaucoup frontière entre le légal et le technique. Moi, je comprends le volet technique, le problème technique associé à ce genre de choses-là, puis que justement les capacités des gens qui sont capables de faire. Il y a tout le côté légal qui doit venir appuyer ce genre de choses-là, qui doit venir probablement encadrer davantage. Les Européens sont beaucoup en avance sur ce volet-là. Voir comment ça va évoluer, comment ces genres de choses-là vont commencer à régir les comportements de ces individus-là et de ces propriétaires-là pour justement leur forcer un engagement qui est clair. Puis on va prendre, dans le fond, dans le monde réel, l'engagement qui est clair au niveau légal, c'est dans les lignes téléphoniques. Les lignes téléphoniques sont protégées puis les ondes radio aussi d'ailleurs, sont protégées par le code criminel au Canada. Dans les autres pays, je ne sais pas, puis je ne vais pas m'avancer. Vous m'écrirez, vous me direz ce qui se passe dans vos pays respectifs si vous avez des règles qui sont de cette nature-là. Au Canada, on ne peut pas écouter une conversation téléphonique si on n'est pas autorisé. C'est un acte criminel. Donc, on a une protection qui est
très, très forte au niveau de la loi au Canada sur ce genre de choses. Il y a plein de petites nuances. Le fait qu'une des deux personnes sur la conversation peut enregistrer la conversation. On peut écouter les ondes, mais on ne peut pas faire d'argent. Fait qu'il y a plein de petites nuances comme ça qui sont au travers de ça. Mais dans l'ensemble, ça vient encadrer de façon quand même assez sévère cette façon de faire là, de fonctionner là, qui justement nous protège et évite que les gens fassent un usage malveillant de l'information qui pourrait ou de leur capacité d'aller écouter. Parce que c'est, somme toute, pas très difficile d'aller écouter sur une ligne téléphonique de nos jours, quoique plus tellement de gens qui en ont. Plus difficile d'écouter ces cellulaires maintenant que ça l'était il y a longtemps, parce que quand les cellulaires étaient analogues, il n'y avait rien de chiffré dans les airs. Maintenant, c'est chiffré, donc ça demande un peu plus d'effort. Et le fait de briser le chiffrement est un geste qui est, ce qu'on pourrait dire un geste positif, mais un geste, une action qui est faite dans lequel il nous déclare le fait qu'on veut avoir une intention qui est en dehors de ce qui est normalement autorisé. Donc, dans un contexte encadré, puis c'est intéressant, c'est justement pour l'enregistrement, puis là, c'est une parenthèse parce que dans certains États américains, il faut qu'au moins que les deux personnes soient d'accord à l'enregistrement, et ainsi de suite. Au Canada, juste une des deux, c'est comment le code criminel fonctionne ici. Donc, on a quand même cet encadrement. Bref, cet encadrement-là vient justement baliser comment les comportements des gens ont, comment le système légal va se supporter, comment ça va encore. Donc, ce même esprit-là doit se répliquer sur le fait que maintenant, on héberge l'ensemble de nos données sont à l'extérieur de chez nous. Sont à l'extérieur de notre maison, sont à l'extérieur de notre résidence, donc à l'extérieur de notre zone de souveraineté personnelle. Puis c'est ça qui est intéressant quand on appelle les notions de souveraineté. Puis j'ai une série qui s'en vient là, avec des personnes là, top-notch sur la souveraineté numérique qu'on va quand même justement pas élaborer sur ce genre de sujet-là, mais bref, c'est très intéressant parce que c'est la zone de contrôle qu'une personne, une compagnie, un pays a sur son information. Donc, on a des zones de territoire comme ça. Et ces zones-là, dans le fond, dans ce contexte concentrique, on a des présomptions qu'on est associées avec ça. Donc, le fait que chez moi, c'est ma zone qui est à moi, dans laquelle je suis propriétaire, donc je suis souverain chez moi. Jusqu'à certains égards, là. On a quand même des lois qui nous encadrent, on ne peut pas tout faire chez soi, mais quand même, on est quand même assez libre. Ensuite, ça agrandit. Puis ensuite, la ville, la province, le pays ont des capacités territoriales d'appliquer des lois, d'appliquer des règles, des choses qui régissent les choses qui sont sur leur territoire. Donc, protéger leurs informations de ce qu'on fait. Comme là, on transfère toutes nos informations dans des compagnies tiers. Facebook, par exemple, Twitter, dans ce cas-ci, TikTok, ou toutes ces choses, ces compagnies-là, même Discord, Slack. Là, ça devient très compliqué de voir comment on fait vivre ça. Il y a des capacités, là, il y a des échanges de données, des éléments comme ça, mais tant qu'il n'y a pas d'encadrement clair, on est dans une zone qui est obscure. Puis c'est justement pour revenir au propos initial qui a initié ma réflexion libre sur le sujet. C'est TikTok qui amène ce contexte. Est-ce que c'est grave dans l'absolu? C'est grave parce que les Chinois ne respectent pas les mêmes règles que nous, mais c'est aussi grave parce que les Américains n'ont pas des règles qu'en tant que Canadiens, Québécois, on a, ou en tant qu'Européens, ont des règles qui sont beaucoup plus, ont plus d'âge d'ailleurs que les nôtres, justement, qui servent à protéger ce genre d'informations-là, qui servent justement à faire que la présomption que ma vie privée est protégée, ben, elle est présente. Elle est là, elle est efficace, elle est un élément dans lequel je peux m'assurer que quand j'utilise un service, ça ne sera jamais réutilisé contre moi. Puis ça, c'est un élément très important au niveau légal. Au niveau technologique, ce qui est important aussi de ce genre de choses-là, puis je sais que ça soulève les passions. Tout le chiffrement bout en bout, au niveau des conversations et de la sauvegarde des données de plus en plus importante parce qu'on se retrouve dans un contexte où il y a des fuites de données. Là, on a Twitter, justement, qui a eu une grosse fuite. Semblerait, c'est plus ou moins confirmé. En tout cas, il y a eu des débats. Je me suis pas assez intéressé pour savoir à quel point c'est véridique, puis les chicanes, puis tout ça qui sont dit ça. Mais il reste que cette information-là l'a fuité. Donc, nos conversations ont potentiellement fuité par accident dans ce cas-ci, par accident, par quelqu'un qui est allé voler l'information. Donc, en ce cas-ci, se protéger de ce genre de choses-là devient aussi de vrai notre responsabilité. Donc, à ce moment-là, de mettre en place le chiffrement bout en bout comme étant un moyen qu'on a comme utilisateur ou citoyen ou peu importe comment on le prend, de se protéger davantage contre des incidents qui parfois, malgré les efforts qui peuvent être déployés par les entreprises ou le gouvernement, c'est malheureux, mais ça va arriver. On ne peut pas se protéger contre tout, puis c'est impossible. Puis
En cyber, on prône justement cet alpha-là, qu'il n'y a pas de protection absolue, mais on atténue beaucoup les choses. Puis le fait d'atténuer un des problèmes, c'est le chiffrement bois. Donc, dans ces médias sociaux-là aussi, il devrait y avoir des espaces, surtout pour les messages privés. Cette utilisation-là, comme les protocoles, comme ce qui est mis en place par Signal, par exemple, justement d'assurer ça. WhatsApp est en train de le faire, Telegram est en train de le déployer. Surveiller, par exemple, il y a toujours des petites nuances, puis ça, je trouve ça un peu dommage parce que c'est très utile pour les gens qui ne sont pas dans le domaine d'aller lire les maudits documents légaux qui vont avec ça, qui disent ce qui est fait avec nos informations. On n'a pas encore trouvé une façon simple d'exprimer, d'avoir une espèce de cote simple qui nous permet de savoir qu'est-ce qu'il y a, une espèce d'étiquette des ingrédients ou des éléments nutritifs qu'il y a dans un service, mais d'avoir juste une fiche simple qui nous permet de savoir, OK, ben voici les informations. Apple l'a essayé un peu dans l'App Store. C'est plus ou moins pertinent parce que les informations qui sont là, à moins d'être un expert, on ne peut pas comprendre nécessairement les répercussions que ça peut avoir ou juste la portée d'une décision. Parce qu'une fois que l'information est sortie du contrôle de l'entreprise qui initialement l'a récoltée, celle-ci est transformée et elle prend une vie de par elle-même et elle vit dans un univers dans lequel on a perdu complètement le contrôle. Donc, c'est d'avoir cette réflexion-là, d'amener ces éléments-là en avant-plan, puis de justement voir comment on peut aller plus loin avec ce genre de choses-là, comment on peut explorer ces pratiques-là et comment nous, comme citoyens, on peut mettre pression sur le législateur, nos législateurs, pour pouvoir les faire qui mettent en œuvre des moyens qui nous protègent contre les exagérations qui peuvent être faites et justement les dommages collatéraux qui suivent, parce qu'une fuite de données peut amener des choses chez les gens, des éléments très dommageables. J'ai eu plusieurs cas qui m'ont été relatés de gens qui ont eu pour des mois, c'est pas des années, à réparer un vol d'identité dans leur rue. Donc, c'est des choses qui sont très, très réelles et très dommageables aux individus. Fait qu'il ne faudrait pas qu'on soit dans un contexte, justement, qui soit laxiste face à ce genre de choses, parce que c'est aussi un peu tout le volet de confiance qu'on a, puis ce qui nous amène à utiliser ces services-là. Et j'espère pouvoir avoir peut-être éveillé un peu de conscience par rapport à ces éléments-là. Utiliser ou pas TikTok, je ne sais pas, il y a beaucoup de commentaires. Je reviens à TikTok, il y a beaucoup de commentateurs américains que j'écoute qui sont très, très contre cette compagnie-là, qui sont très militantistes. Moyen, je dirais, je peux pas. Je vais être neutre dans l'absolu. Je ne suis pas une personne normalement qui le fait d'être traqué est très grave dans ce cas-ci. Pour les Chinois, de toute façon, je pense que personne non grata là-bas de toute façon parce que j'ai déjà ouvertement dit que je ne partage pas leurs valeurs à eux autres. Donc, on est dans un contexte où on n'est pas dans la même zone, on n'est pas dans la même place. Donc, à ce moment-là, de voir comment tout ça va se passer. Mais bref, c'est une compagnie comme une compagnie américaine, puis les compagnies européennes aussi ont les mêmes éléments. Je pense il est temps qu'il y ait une conversation entre pays sur comment on échange l'information et dans quelle mesure on respecte les données des citoyens, les données personnelles et comment ces données-là doivent être correctement protégées. J'ai ad nauseam parlé avec des vrais experts sur la loi 25 au Québec, la RGPD, et ainsi de suite. Donc, écoutez ces podcasts-là. Très intéressant, ça va vous aider à calibrer, si vous ne l'avez pas déjà fait, à calibrer un peu, de voir la perception de qu'est-ce qu'on doit avoir. Puis, il va y avoir une série sur la souveraineté numérique qui s'en vient. Très hâte de commencer à la diffuser parce que les premières conversations que j'ai eues sont ultra intéressantes parce que ça amène une perception sur les choses dans lesquelles on est peut-être pas tant familier, puis justement qui va ouvrir les idées, ouvrir la conversation, puis ouvrir quelque chose qui est de positif parce que cette technologie amène du bien. Il faut justement s'en servir de façon bien et logique et saine pour l'ensemble des personnes, des individus, justement pour qu'on arrive à quelque chose de bien. Sur ça, je vais compléter là-dessus. Je pense que je commence à me répéter, fait que je pense que c'est pas mal le temps que je termine là-dessus. Puis je pense que aussi, je vais faire peut-être faire intervenir un expert en droit, justement, qui va peut-être capable d'avoir une conversation sur les volets plus sensibles dans lesquels j'ai moins d'expertise ou littéralement pas, où je peux juste pas en parler parce que je connais pas ça, justement pour qu'on puisse décortiquer davantage ces points-là. Merci.